Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur Batimat, mondial 2017. Et avec moi, monsieur Pierrick Frouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique de la société Zolpan. Zolpan, une petite carte de visite, une petite fiche d'identité? Alors rapidement, Zolpan est un fabricant de peinture et d'isolation thermique par l'extérieur, français, avec environ 1000 personnes réparties sur le territoire national. En face de vous, monsieur Daniel Thibault, vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur opérationnel de l'entreprise Marteau. L'entreprise Marteau? Une PME française, 130 salariés, sur 5 agences au niveau national, donc principalement sur l'Île-de-France. On fait tout type de ravalement de façade, à la fois sur le bâti ancien, en rénovation et en neuf aussi également. Alors, avec vous deux, on va parler immeubles de grande hauteur, mais on va s'intéresser en fait à la requalification des façades de ces immeubles, parce que tous les deux, vous avez été amenés à travailler sur deux très beaux exemples. Un dans le 13e arrondissement à Paris, ce sont les tours donc Rimini et Ferrare, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous les décrire, nous dire un peu ce qu'elles sont? Les tours Rimini-Ferrare sont situées à la porte d'Italie. Ce sont deux tours de 30 étages, immeubles de grande hauteur, donc plus de 100 mètres. La particularité donc de cette opération, c'est qu'il fallait rénover simultanément et énergiquement l'ensemble de ces deux tours. Les copropriétés s'étaient associées pour mener en commun le projet avec un même maître d'œuvre et même maître d'ouvrage. Alors, du 13e, on va vers le 19e arrondissement. Et là, dans le 19e arrondissement, ce sont les tours Archereau, des orgues de Flandre. Voilà, c'est les tours Archereau, orgues de Flandre, avec une contrainte bien sûr réglementaire pour répondre à la requalification des façades, mais aussi des particularités de mise en œuvre, puisque les tours ont une architecture bien particulière, et donc une mise en œuvre et des techniques adaptées en fait à cette requalification. Alors, avant de rentrer plus loin dans la technique de ces deux opérations, ce que je voudrais savoir, c'est comment on aborde un chantier comme celui-ci, comment on aborde ce type de projets qui sont relativement exceptionnels. Je pense qu'on n'en fait pas 10 par an, ou peut-être même 10 en 10 ans. Comment on aborde ça et quelles sont les premières questions qui se posent pour l'entreprise? La problématique majeure que nous avions sur ces opérations-là était de faire deux immeubles simultanément, d'avoir une problématique de support amianté, donc travailler en sous-section 4 avec toutes les protections normalisées qui s'imposent, et des paramètres aussi de fixation d'échafaudage sur les façades, qui ont nécessité de construire et d'innover sur des bracons qui ont été fixés sur les façades pour que l'échafaudage BIMA qu'on a mis au niveau des façades ne repose pas sur les terrasses du centre commercial Masséna qui était au pied et qui ne pouvait pas supporter la charge de l'échafaudage. Donc, il fallait réfléchir, anticiper, adapter, innover pour résoudre cette problématique. Combien de temps d'études pour ce type de projet? Il a fallu il y a une préparation d'environ 4 à 6 mois à peu près pour adapter les solutions, les valider aussi, est-ce que ça soit bien conforme. Et puis après, le déroulement est classique. Il y a toute la logistique aussi d'approvisionnement en milieu urbain qui est réelle. Un chantier comme les tours Rimini-Ferrare ont nécessité l'équivalent de 40 semi-remorques d'isolants à acheminer au flux de l'opération avec des surfaces de stockage qui, malgré l'emplacement qui paraît vaste, a été quand même assez limité. Donc il fallait bien gérer tout ça pour aussi créer une gêne minimale à toute la vie du quartier qui était permanente. Le chantier a duré 18 mois et avec un centre commercial au pied, il fallait que tout le monde puisse vivre dans ce quartier normalement, quoi. Voilà, donc c'est d'abord une problématique, on va dire, d'aménagement de chantier, de logistique, pour pouvoir évidemment rénover ces bâtiments qui sont très grands, donc qui demandent énormément de matière. Tout à fait. Pour l'industriel, comment on aborde un projet comme celui-ci? Alors, comme celui des tours donc Archereau, cette fois-ci, ou même celui-ci d'ailleurs. Voilà, sur Archereau, c'est un peu différent puisque la difficulté pour nous était de répondre au souhait de l'architecte de conserver l'architecture originelle. Et la particularité... Je crois que les bâtiments sont inscrits au patrimoine du XXe siècle. Ouais, voilà. Et donc ces bâtiments avaient une particularité, c'est qu'on a des angles arrondis. Et il fallait garder ces angles arrondis pour permettre en fait de retrouver l'architecture originelle. Donc pareil, on a travaillé pendant 6 mois à peu près pour trouver une solution, la faire valider, faire des maquettes
spécifique, grandeur nature, pour valider les choses avec l'architecte. Et valider en fait la solution technique qui sur le papier était simple, mais finalement il a fallu trouver une manière de découper les isolants spécifiquement. C'est de la laine minérale, ça ne se coupe pas forcément facilement, et on a déposé un brevet pour pouvoir faire ces découpes spécifiquement. Alors, on y reviendra après sur ces découpes. En termes de logistique, comment ça se passe? Comment on prépare un chantier comme celui-ci? Est-ce que ça demande pour l'entreprise, pour l'industriel que vous êtes, de réfléchir à ces process de production pour amener sur le chantier l'ensemble des éléments? Alors oui, parce que forcément on découpe un isolant qui lui d'habitude est vendu en panneau, il faut le faire découper spécifiquement. Une fois qu'il est découpé spécifiquement, on l'emballe particulièrement en prenant beaucoup de précautions pour ne pas abîmer les arêtes. Et inévitablement, un peu comme sur votre chantier, on livre ça de manière délicate, on ne le stocke pas au sol pour les mêmes raisons. Et en plus, on est en laine minérale et donc il faut qu'on soit à l'abri de l'eau. Donc il y a des contraintes de chantier liées plutôt aux entreprises de pose pour pouvoir stocker proprement, recevoir de manière organisée avec des engins de levage, des engins pour pouvoir monter sur échafaudage. Pour les mêmes raisons que vous, on n'a pas pu stocker au sol. Et puis le volume, c'est 10 000 m², 200 mm quasiment d'isolant, ça fait un volume conséquent. Là, on a vraiment des changements d'échelle. Il y a une question qu'on va évacuer tout de suite, c'est la question du feu. Puisqu'on a eu un exemple triste en Angleterre. Ici, comment on résout le problème? Les immeubles de grande hauteur en France sont ceux certainement les plus observés. On a des pompiers à l'intérieur de l'immeuble, là c'est totalement différent. Mais pour la façade, qu'est-ce qu'on vous demande comme préconisation? Disons qu'il y a toujours un bureau d'études, de toute façon, qui a travaillé en amont et une normalisation française qui est quand même très rigoureuse. Dès l'instant où on est sur des immeubles de grande hauteur, on travaille systématiquement en laine minérale, qui est considérée, je pense, aujourd'hui comme l'un des isolants les plus résistants au feu. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques qu'on peut avoir effectivement sur la Tour de Londres. Et puis là, vous étiez peut-être sur un système, je ne sais pas, de façade ventilée. Non, c'était... Oui. Donc, dans la mesure où vous avez aussi, dans le système des tours, là, un système collé, il n'y a pas de circulation d'air possible derrière ces éléments-là. Donc, on n'a pas... Donc, vous, à partir du moment où l'isolant est en laine de roche, il n'y a pas de souci. En fonction des normes actuelles. En fonction des normes actuelles, vous rentrez complètement dedans. Tout à fait. Avant l'incendie, enfin, on va dire les tours ont été terminés pour votre cas avant l'incendie, mais vous êtes en plein travaux. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des questionnements? Non, du tout, puisque pour les mêmes raisons, en fait, la réglementation française impose la laine minérale sur ce type d'ouvrage, donc IGH ou ERP plus de 28 mètres. Donc la question ne s'est pas posée, en fait. On est parti d'office sur une solution laine minérale avec les mêmes obligations et les mêmes résultats. On sait que c'est un isolant résistant aux incendies, en propagation de façade, et qu'il n'y a pas de sujet en fait. Le fait qu'on soit en façade ventilée, on n'est pas venu après l'incendie de Londres vous reposer des questions? Non, alors sur le système qui a été mis en place par Zolpan ou préconisé par Zolpan, c'est un système non ventilé, enduit sur isolant, et sur les systèmes à côté, puisqu'il y a une partie bardage, il y a eu des dispositions constructives conformes à la réglementation de la même manière, avec des barrières coupe-feu pour éviter justement une propagation en façade éventuelle s'il y avait un incendie. Alors voilà, maintenant on a évacué la question du feu et on va partir sur un peu plus en profondeur sur les deux rénovations. On va commencer par le 13e arrondissement. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre sur ces façades? Quel type de produits et quelles ont été les complexités effectivement de mise en œuvre particulière? Et qu'est-ce qu'on cherchait d'abord? L'architecte cherchait à avoir une performance thermique beaucoup plus importante qu'auparavant. On est sur des grosses épaisseurs. Quelle était la demande? Alors, la demande, effectivement, c'était d'avoir la performance thermique minimale pour entrer aussi dans le cadre réglementaire et faire bénéficier à la copropriété de toutes les subventions et aides possibles pour ce genre de travaux. Il ne faut jamais oublier dans ces dossiers-là le dossier financement. Oui, l'aspect financier. L'aspect financier qui est très important et qui est un élément déterminant pour faire passer ces sujets-là en copropriété. Ensuite,
Techniquement, donc, on a fixé une laine minérale de 160 mm au niveau du support. De par la présence d'amiante, tout a été fixé en pistocellement, un système donc de fixation par clouage qui, de par cette méthodologie, fait très peu d'émissions de poussière, donc diminue énormément le risque amiante au niveau de l'application et du support. Donc ça, c'était une innovation. On était en confinement quand même ou c'était non. Non. Disons que des essais en début de chantier, vous faites des essais avec des capteurs donc de fibres pour voir si votre système est valable. Et dans la mesure où vous n'avez pas de fibres d'amiante dans la zone d'essai, vous pouvez généraliser le traitement à l'ensemble des façades. Au même titre que vous devez faire des essais d'arrachement de vos systèmes, etc. Donc toute la zone témoin, toute la zone d'essai qui est très importante en démarrage de chantier pour faire valider tous les process. Ensuite, après en finition, on est sur de l'enduit organique traditionnel. Il y a une recherche de colorimétrie qui avait été faite avec l'architecte et les architectes des bâtiments de France. Donc là, le dossier avait été fait en amont pour faire valider aux ABF la différenciation qu'il y aurait forcément parce que ces anciennes façades étaient carrelées avec un carrelage mosaïque, étaient moucheté, mais on n'avait pas cette pixelisation un petit peu, ce dessin au niveau des façades. Tout en restant dans des tons qui étaient les tons d'origine des tours. Donc 2 ou 3 projets ont été présentés en amont aux ABF et puis ça a fait l'objet d'une discussion et d'un choix validé à la fois par les copropriétaires et les architectes des bâtiments de France. Pour une entreprise, c'est en termes de personnel, de mobilisation de personnel, combien de temps de chantier, combien de personnes, en permanence quelqu'un au plan technique, enfin expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Ça a été effectivement un très grand défi pour nous à ce niveau-là. C'est en moyenne, donc je vous ai dit 18 mois de travaux pour l'ensemble des 2 tours. Vous avez aussi une partie basse qui est faite en marbre noir que vous ne voyez pas sur ces photos-là, mais qui assoit la base de l'immeuble et elle qui est faite avec un système de bardage, donc qui nécessite aussi une main-d'œuvre spécifique et là un travail aussi d'étude très très précis. En moyenne, donc 18 mois de travaux et un effectif par tour de 8 à 10 personnes. Donc effectivement, c'était un chantier phare dans l'activité 2015-2016 de la société Marteau. Quand vous dites 2015-2016, donc 2 ans, c'est ça, 2 ans de chantier sur un projet comme celui-ci. Dernière question, on y reviendra peut-être, mais est-ce que ça change quelque chose dans la mise en œuvre? J'allais dire, est-ce qu'on est dans la pose calée-chevillée habituelle d'une maison individuelle? Je caricature, mais est-ce que c'est les mêmes produits, les mêmes chevilles, mis à part l'aspect amiante, hein, évidemment, mais ouais. Est-ce que vous auriez travaillé de la même manière sur un projet de plus petite ampleur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pistocellement, on ne l'utilise que sur des immeubles en béton ou béton carrelé. Vous ne pouvez pas utiliser de pistocellement sur du parpaing, sur de la brique, etc., parce que la charge serait trop forte et la cheville irait trop loin et percerait le bâtiment. Donc ce système-là est réservé aux ouvrages en béton en tant que tel. Après, sur des tours, vous avez simplement le nombre de chevilles au mètre carré qui est majoré pour tenir aux forces hydrauliques, enfin tout ce qui est vent, etc., toutes les normes qui régissent, je dirais, les tours de grande hauteur. Après, c'est la problématique de mise en œuvre, etc. Mais arriver à être très linéaire aussi au niveau des enduits, parce que là, il y a des coups de main à avoir et tout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de reprise au niveau des façades. Il faut aussi que les tons soient parfaitement homogènes et uniformes. Voilà, c'est pas évident, parce qu'il faut que ce soit pareil du haut, du bas jusqu'en haut, hein, avec la même patte, on va dire. Et on est plutôt fiers du résultat, je peux vous le dire. D'accord. Alors, du côté des tours Archereau, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. On a un système spécifique qui a été breveté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la problématique et en quoi consiste ce système spécifique? Donc, la particularité aujourd'hui sur la laine minérale, c'est qu'on achète des panneaux d'une dimension standard avec des épaisseurs en fonction de la performance thermique attendue. Donc Archereau, la performance thermique attendue était de 140 mm. En épaisseur d'isolant et on avait cette particularité d'angle arrondi et pour traiter les angles arrondis il fallait découper de la laine donc soit dans un bloc, ce qui était un peu plus compliqué où on aurait eu beaucoup de pertes, soit de travailler en fait sur une découpe et pouvoir travailler en chaînage comme avec un ouvrage classique de maçonnerie mais avec des isolants arrondis dans les angles pour pouvoir monter et garder cet arrondi. Donc on a travaillé sur des panneaux d'épaisseur plus importante parce qu'on ne sait pas découper en biseau. Donc il a fallu travailler sur un isolant plus épais,
accentuer finalement cette valeur d'arrondi, exactement, pour suivre la courbe, reprendre la courbe existante et pouvoir permettre de faire des enduits en continu, sans rupture, pour les mêmes raisons, sans joint ou sans trop de joints, puisqu'on a des joints par obligation de reprise. Et puis, pareil, sur 120 mètres de haut, garder le même aspect esthétique en termes d'aspect de granulométrie et d'aspect esthétique en coloris. Donc les particularités étaient surtout celles-ci. Le brevet est un brevet de découpe. J'ai envie de vous dire presque tout simplement. Il fallait juste trouver la bonne méthode, le bon partenaire pour pouvoir faire ça. Quel est le partenaire? Parce qu'on peut le citer. Je ne peux pas le citer. Vous ne pouvez pas le citer. Alors on ne peut pas citer le partenaire. Et quand vous dites qu'il fallait trouver la bonne découpe, ce système de découpe, il va pouvoir être réutilisé. Oui, il est réutilisable, il est breveté par le groupe que je représente, donc le groupe Chromologie dont fait partie Zolpan, et sur lequel en fait on est capable de découper de la laine pour ce type d'utilisation. Donc on est capable de découper de la laine minérale pour faire des arrondis. Des arrondis, on pourrait faire peut-être des jolies modénatures ou des belles modénatures façades avec de la laine minérale de mât. Alors, sur cette tour Archereau, on a deux types de systèmes qui sont mis en place. On a votre système avec un système d'isolation sous enduit. Et puis, on a des bardages qui sont des bardages Arcelor, qui sont des bardages métalliques. Comment vous faites la jonction entre les deux? Comment vous travaillez à ce qu'on puisse avoir quelque chose de joli? C'est quoi? C'est du joint? On le fait avec des cornières? Expliquez-nous un petit peu. En fait, les deux systèmes sont séparés. On n'a pas de possibilité en fait, de faire courir les isolants sous un des systèmes et sous l'autre. Donc on a forcément des arrêts francs entre les deux systèmes. Et on limite surtout, et on essaye de traiter aussi le joint pour éviter tout pont thermique entre les deux systèmes. Donc on a bien des joints avec des profilés métalliques de fermeture latéraux sur les deux systèmes. Et on a un joint, donc en règle générale avec un produit, une mousse alvéolaire qui est entre les deux profils et des joints mastiques pour pouvoir traiter en fait l'aspect esthétique et éviter aussi tout passage d'air vers l'intérieur. Alors, si on revient sur les fixations, comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce qu'on avait une problématique amiante là ou pas? Non, du tout, pas de problématique amiante. Donc on est sur des principes de fixé calé classiques au système laine minérale. La même particularité que M. Thibault, c'est qu'on monte en hauteur, donc on a un nombre de fixations qui doit résister à la dépression au vent, pour pas que le système puisse s'envoler en cas de problème, avec des fermetures par couvertine, avec des fermetures latérales par profilé, pour éviter toute entrée de vent par l'arrière du système. D'accord. Et sur des bâtiments comme ça, donc on a vu, finalement, ce qui est important, c'est la logistique, c'est de trouver le bon produit, de trouver les bonnes choses, mais finalement, ça ne change pas tellement de ce qu'on fait habituellement. Ou si? Alors, là, je vais répondre presque à la place de l'entreprise, mais ce qui change, c'est la hauteur. C'est la hauteur, oui. Il faut trouver des ouvriers qui n'ont pas le vertige. Il faut trouver des ouvriers, il faut trouver les échafaudages. Enfin, il y a une organisation de chantier qui est quand même très particulière. Il y a une organisation, mais je pensais plutôt produit. Sur les ouvriers, vous avez eu des gens qui avaient du mal à aller si haut? Non, pas particulièrement. Les équipes qui ont fait ce chantier-là étaient des équipes volontaires, donc c'est toujours assez prestigieux et on a quand même tout un panel d'ouvriers qui est habitué à la grande hauteur. Donc en plus, les systèmes d'échafaudage par BIMA est quelque chose de très stable, donc qui ne pose pas, je dirais, beaucoup de problématiques dans une action normale, parce que même en cas de vent, on évite peut-être de travailler, mais on va redescendre dans des conditions de stabilité qui sont très bonnes. Oui, parce qu'évidemment, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau donc, des joints. Effectivement, sur les tours de grande hauteur, l'importance des collages de tous les ouvrages accessoires, c'est-à-dire les couvertines, les encadrements de baies et tous les joints de jonction avec les menuiseries, tout ça, doit faire l'objet d'un soin très particulier. Parce que c'est aussi ces éléments-là qui vont faire toute l'étanchéité de la façade, la protection aussi de l'isolant qui est mis en place. Et si ce travail-là n'est pas fait de façon très rigoureuse et avec un bon système de contrôle, on peut très rapidement avoir des désordres importants. Parce que quand vous avez le vent qui souffle à 100 mètres, je peux vous dire que l'eau tombe plus facilement à l'horizontale qu'à la verticale. L'eau peut s'introduire dans les petites interstices, dans les petits trous, et venir dégrader très rapidement le système. Exactement. Donc, importance de l'étanchéité. Les menuiseries, je sais qu'à Archereau, elles ont été changées. Donc, votre côté aussi ou pas? Alors, sur la tour Rimini, il y a eu un changement partiel, mais c'était assez mineur. Il y a eu environ 10-15% des copropriétaires qui ont fait le choix
de changer leur menuiserie. La Tour Ferrare, le programme de changement des menuiseries a été beaucoup plus important parce qu'on avait une partie des logements qui étaient des logements sociaux. Et donc, il y a eu à peu près 50% de menuiseries qui ont été changées. Mais c'est la réelle problématique de la copropriété, c'est de ne pas pouvoir effectivement associer l'ensemble des voilà. lots. Mais pour vous, l'interface menuiserie-système, ça s'est passé comment? Alors, on a eu des adaptations à faire parce que sur du bâti ancien, sur une vieille menuiserie, il fallait à chaque fois fabriquer parfois des profils spécifiques, les adapter. Et puis après, sur les menuiseries neuves, on avait une bonne interface avec le poseur et tout. Donc là, ça posait beaucoup moins de problèmes. Mais c'est une adaptation permanente. Bon, en rénovation, on est habitué à ce genre de choses et on sait s'adapter pour faire un travail, je dirais, de qualité et durable surtout. Même chose sur Archereau, il y a l'interface menuiserie enduit, enfin même chose avec forcément des interventions des différents corps de métier préparées, planifiées, pour que justement les intervenants puissent travailler dans de bonnes conditions et puissent recouvrir les différents ouvrages. Là aussi, pour les mêmes raisons, c'est quand vous changez une fenêtre au 30e étage, il ne faut pas la laisser ouverte toute la nuit, quoi. Donc les travaux doivent se faire en continu et avec toutes les dispositions pour éviter toute ambiguïté dans les prochains jours et les prochaines années. Écoutez, messieurs, merci. On va faire une petite conclusion là, sur ces. Vous êtes repartant pour en refaire une dizaine? Ah, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Non, on est à l'écoute, nous, de tous les projets et de toutes les autres tours qui seraient à rénover dans ce sens. On a les capacités à la fois techniques et l'expérience aussi acquise sur ces sujets-là. Bon, après, chaque chantier est toujours un petit peu différent. Puis on suit aussi de très près l'évolution de toutes les techniques, des matériaux, des moyens de mise en œuvre et tout. C'est la différenciation qui fera l'avenir, je dirais, de ce métier demain. Voilà. Et de votre côté, une petite conclusion? Pareil, on est prêt à faire tous les IGH de France sans aucun problème, mais on est particulièrement vigilant, je pense aussi, sur la réglementation parce qu'elle évolue assez vite, qu'elle soit thermique ou réglementaire sur la tenue au feu ou sur les matériaux qu'on utilise. Et il y a une vigilance à avoir, mais ce n'est pas des chantiers forcément très compliqués. Ça demande de la préparation plutôt qu'une fois qu'on a abordé à peu près les choses, ça se passe plutôt bien. Écoutez, messieurs, merci. Et puis merci je vous invite à aller voir ces trois tours, et de voir le travail qui a été réalisé dessus pour les rendre plus jolis et plus confortables. Merci. C'est une émission à retrouver donc sur le plateau de Bâti Journal TV et sur le site de France Bois Forêt, notre partenaire. Merci. À bientôt. Au revoir.